Ironie du sport, il était programmé pour la veille d'Écosse-France et devait traiter du rugby et la nuit et poser la question, la troisième mi-temps est-elle condamnée dans ce nouveau monde avec rugbymen hyper professionnels et réseaux sociaux ultra cafardeurs? Finalement, le tournage a été interrompu après des premières images filmées à Paris pendant la nuit du rugby, et pousse au crime, au lieu des nuits rugbystiques de la capitale. Mais, comme le festival Rugby Mage l'avait lui aussi inscrit dans sa programmation, le débat a été maintenu, sans le film, avec un casting de rêve. Ont en effet répondu à notre invitation le journaliste Jean Cormier, l'ami et l'éclaireur des plus grands rugbymen fêtards, Claude Spanghero, capitaine des virées nocturnes les plus homériques, Laurent Laby, l'ancien joueur tarné devenu manager du Racing 92 et de toutes ces stars prises parfois dans les tourments parisiens, Vincent Charlot, un sociologue universitaire, Toulouse 3, dont les recherches portent sur le rugby professionnel. Enfin, pour animer le débat, celui qui l'a fait naître, Jean-Christophe Colin a pris le micro et posé les questions, à lire aussi Festival Rugby Mage, le 15 de France jugé par ses anciens capitaines. Qu'est-ce que, pour vous, la troisième mi-temps est-elle constitutive de ce jeu? Citez un bon souvenir. Vincent Charlot, le rugby a donné beaucoup de matière à écrire en sociologie, notamment sur la troisième mi-temps. Cela rejoint l'anthropologie parce que c'est du rituel masculin, même si quelques femmes sont là parfois. Elle est étudiée en tant que rite de passage, de masculinité aussi avec ses excès, alcool ou autres. Elle est également en rapport avec les caractéristiques du jeu, souvent liées à l'image, on se tape dessus et après on boit ensemble. Le rugby pro avec son cosmopolitisme a démontré l'existence d'un socle commun. La culture festive fait partie de tous les rugby du monde. Même avant le début de la saison, on note des moments festifs pour souder le groupe et créer du lien. Un souvenir, je n'ai joué au rugby qu'à la fac. Étudiants et rugbymen, on croyait cumuler les effets en troisième mi-temps mais, un petit matin, en croisant l'équipe première de la section paloise, en découvrant une Diane automobile de la marque Citroën, déposée devant la halle du marché de Pau, on s'est rendu compte qu'il y avait un trait d'union entre notre équipe et l'élite de ce sport. Claude Spanghero, on a connu l'époque où tous les joueurs d'une équipe étaient du coin. Que ce soit à Narbonne, Toulon ou Béziers, on se connaissait tous, les proches venaient au match et après, on était invités dans les familles. Après les matchs, on était tous ensemble. Les jeunes qui arrivaient étaient pris en charge par les anciens, on les formait. Traditionnellement, le jeune qui débutait son premier match en première était désigné capitaine de l'équipe. C'est un rite de formation qui a existé dans tous les clubs. Quand on jouait à l'extérieur, au retour, le bus s'arrêtait chez nous, à la campagne, Bram, dans l'Aude. On prenait un apéro solide et on servait des plats à manger. Ça servait à se connaître et après, quand ils ont bu 4 canons, les gens parlent plus facilement. J'ai été capitaine pendant 10 ans à Narbonne et dès qu'un joueur avait des soucis, je lui faisais boire du whisky et après je lui parlais de lui, de sa famille. Et le gars se mettait à parler. À 3 heures du matin, le bus repartait, parce que je bossais à 4 heures et que j'avais une demi-heure de route, il fallait que je sois prêt. Ça nous arrivait aussi de partir à minuit de Montchanin avec 8 heures de route derrière. Ça resserrait les gars, on refaisait le monde. Comme souvenir, je vais vous confier une anecdote que je vous demande de ne raconter à personne. C'était la veille du match France-Angleterre à Colombes, en 1972. On était logés à Rueil-Malmaison et Jean Cormier m'appelle pour me demander de le rejoindre à Paris. Je fais le mur et je le retrouve rue Princesse. On va chez Castel, on tombe sur l'équipe de basket de Villeurbanne, après on va chez Tony et en face parce que c'est des copains aussi. Bref, il est 8h30, le matin du match quand je rentre à Rueil. Je suis en tenue, avec la veste de l'équipe de France et je croise Michel Celaya, l'entraîneur, qui me dit qu'il me trouve bien matinal. Je lui réponds que les jours de grands matchs, j'aime me lever tôt et je file dans ma chambre où je demande à Jean Siller ailier, de me réveiller à 10h30. Après, j'ai été élu homme du match. On avait marqué 6 essais aux Anglais, pour leur plus grosse